On va parler d'un sujet qui, je pense, est tout autant passionnant que celui des PME. Mais juste avant, histoire de se mettre un petit peu dans le bain, je vais vous présenter quelques photos de banques islamiques. Vous voyez comment c'est beau. Regardez le marbre, comment il brille. On pourrait se voir dedans, on pourrait se refaire sa cravate. Tellement c'est joli. Machallah. Les belles salles de réunion, les belles agences. Ça vous donne envie de travailler dedans, n'est-ce pas, hein? Oui. Vous avez envie d'y aller, regardez le marbre là, vraiment, on pourrait se raser dessus tellement il fait beau. Mais en même temps, ce matin on parlait de réalité de terrain. Je voudrais aussi vous ramener à certaines réalités. Et je vous invite aussi à faire comme moi, à retirer vos cravates, et pour que vos costumes prennent un petit peu la poussière. Parce que là vous voyez là, on est aussi dans une salle de réunion en microfinance. Et spécifiquement, microfinance islamique. Vous voyez, là, c'était, on était en mission au Niger, avec un de nos amis qui est venu, qui a fait le voyage. Donc ces photos sont là pour vous mettre un petit peu dans le bain, pour vous mettre un peu dans certaines réalités, pour que, comme je vous disais, vos costumes prennent un petit peu la poussière. Et cette poussière, elle a une saveur particulière en microfinance islamique. Elle nous rappelle, effectivement, ô combien l'homme est petit, et ô combien l'homme va finir, lui aussi, comme une poussière. Donc, c'était juste en guise d'introduction pour vous mettre un petit peu dans le bain sur le sujet de la microfinance, pour lequel on va avoir ici un partage d'expériences assez concret, 3 expériences concrètes, réelles. L'Algérie, avec M. Cheba, Anas Kisnaoui qui va nous partager diverses expériences, et puis une dernière expérience du Niger. Alors j'invite M. Cheba comme vous voulez, je vous laisse le choix. Allez-y, M. Cheba, c'est pas M. Anas. Oui, trop de politesse. Bon, je vais trancher Anas, là, maintenant. Anas Kisnaoui qui va nous parler de différentes expériences et qui va nous parler de l'inclusion économique et comment l'inclusion financière peut justement servir à cette inclusion économique à travers notamment la microfinance islamique. On va parler un petit peu de la Palestine, mais j'ai demandé aussi de ramener son expérience au continent africain pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui. On va nous parler également un petit peu du Soudan et du Bénin. Alors, je suis désolé, c'est Anas, mais vu le retard pris, il va falloir optimiser au maximum le temps dans la classe. Comme j'ai prévu pour cet exposé, mais je suis à votre disposition. Lorsque vous me dites d'arrêter, j'arrête. Donc, je voudrais juste mener avec vous 2 réflexions. Une réflexion concernant 2 sujets. Le premier sujet, c'est l'inclusion financière. Le thème s'appelle l'inclusion financière. Et je voudrais poser la question, est-ce que l'inclusion financière est un objectif en soi? Ou bien l'inclusion financière est un moyen pour atteindre l'inclusion économique et sociale? Deuxième réflexion que je souhaite mener avec vous, est-ce que la finance islamique est une finance inclusive? Alors, première question, lorsqu'on dit inclusion socio-économique, qu'est-ce qu'on vise par cela? Et je pense que c'est ça l'objectif. La finance n'est qu'un moyen. Parce que si nous donnons aux pauvres l'accès à la finance, sans lui donner la possibilité d'accès à la richesse du pays, c'est qu'on va faire un pauvre endetté second. Mais si on lui donne l'accès à 4 obstacles qu'il a aujourd'hui, pour lui permettre de s'intégrer dans l'économie, il y a lieu de lui donner l'accès à ces 4 choses. La première chose, c'est l'accès aux opportunités d'investissement qui existent dans le pays. Deuxième accès, c'est accéder au réseau d'affaires. Chaque entrepreneur, lorsqu'il veut réaliser quelque chose, il ne pourra pas le réaliser seul s'il n'est pas dans un réseau économique. Donc, le pauvre lui-même a besoin de ce réseau pour pouvoir se développer, pour pouvoir s'intégrer économiquement. Troisième accès, c'est l'accès à l'infrastructure nécessaire pour réussir son projet. Sinon, le pauvre va produire pour les pauvres. Et on va voir comment. Et le quatrièmement, c'est l'accès au financement adapté. Et très probablement, ce que nous avons l'impression de dire, c'est peut-être, comme l'expérience d'un certain nombre de banques islamiques, on parle de le Qard Hassan,
c'est-à-dire le crédit gratuit, c'est le mieux adapté pour la microfinance. Notre expérience dans divers pays nous a montré que peut-être ce n'est pas le mode de financement le plus adapté, c'est la finance participative comme on l'appelle ici au Maroc. Deuxième réflexion, c'est la réflexion concernant la finance. Est-ce que la finance islamique est une finance inclusive? Pour cela, pouvoir répondre à cela, voyons un petit peu le schéma qui existe actuellement dans le système financier islamique. Il y a des institutions qui sont là, des grandes institutions pour répondre aux besoins de méga-projets. Nous avons la Banque islamique de développement, nous avons des fonds d'investissement qui permettent à chaque pays d'accéder au financement et réaliser ces grands projets. Nous avons aussi les banques financières islamiques, nous avons des sociétés de financement islamiques qui sont là pour supporter la PME, malgré que le panel dernier nous a montré qu'il y a des difficultés aussi dans ce niveau-là. Mais au moins, pour ce type de population, pour ce type de secteur, il y a des offres dans la finance islamique. Lorsqu'on voit un petit peu le bas de la pyramide, bon, il n'y a aucune, aujourd'hui, il n'y a pas d'institution. On commence à parler de la microfinance islamique, mais réellement, cette finance islamique qui couvre combien de personnes? 3 millions dans le monde entier. Aujourd'hui, il n'y a que 3 millions de familles qui arrivent à accéder à la microfinance, dans les terminologies que nous connaissons. Sachant que la microfinance classique donne l'accès à 130 millions de familles. Donc nous ne pouvons pas, bien que la finance islamique c'est une finance inclusive par nature, parce qu'elle comporte les deux aspects, l'aspect économique et l'aspect financier, mais dans la réalité, on voit qu'à l'heure d'aujourd'hui, cette finance-là n'est pas une finance inclusive. Comment faire pour la rendre une finance inclusive? C'est arriver à ce schéma, c'est qu'il doit y avoir des institutions adaptées à chaque couche de la population. Des institutions qui vont permettre aux pauvres d'accéder aux opportunités d'investissement, mais qui vont aussi leur permettre d'accéder au financement. Et aussi, donc, pour pouvoir arriver à cela, il y a une question qui se pose. La banque islamique n'est pas là pour une raison sociale, elle est là pour une raison économique. Est-ce que réellement il existe des opportunités au bas de la pyramide? Est-ce que réellement on peut réaliser des projets économiquement rentables avec les gens qui se trouvent au bas de la pyramide? Divers pays ont montré qu'il y a plus d'opportunités dans le bas de la pyramide qu'il y a d'opportunités dans le haut de la pyramide. Elles ont montré aussi, les études que nous avons menées et que d'autres ont menées, il y a une étude que vous pouvez consulter de Cornell, l'université Cornell aux États-Unis, qui a montré que les opportunités qui existent au bas de la pyramide sont 10 fois plus importantes que celles qui existent au niveau du haut de la pyramide. Si vous voulez avoir une preuve, c'est qu'aujourd'hui, la microfinance, le taux d'intérêt dans la microfinance, le minimum, nous avons au Maroc et nous avons des spécialistes avec nous, des gens qui ont déjà dirigé des institutions de microfinance au Maroc, ben, le taux d'intérêt dépasse les 38% quand on rassemble toutes les charges qu'ils payent. 38%. Alors qu'il peut atteindre, il y a des pays, je ne sais pas, on va avoir les expériences des autres pays, ça peut atteindre même 100%. Je pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, dans le haut de la pyramide, il y a une entreprise qui peut se faire financer avec un taux d'intérêt de 60% et rester rentable? Malgré ça, les gens qui se trouvent au bas de la pyramide, ils arrivent à le faire. Mais le concept est différent. Lorsqu'on dit que, bon, il faut lorsqu'on dit qu'il faudrait donner aux pauvres l'accès aux opportunités d'investissement, ça veut dire que nous parlons d'un organisme, nous parlons des institutions qui sont un petit peu différentes des banques. Mais les banques peuvent jouer un rôle important dans cette affaire-là. Lorsqu'on dit qu'il faut leur donner l'accès aux opportunités d'investissement, ça veut dire que la banque, qui va leur permettre de ça, a un département d'ingénierie d'affaires, un département qui fait le rôle d'une banque d'affaires. Ils ont déjà des banques de données d'affaires qui peuvent offrir, parce que le premier obstacle que le pauvre a, c'est savoir quoi faire avec l'argent. Ce qu'il fait le pauvre, c'est copier un petit peu qu'est-ce que mon voisin a fait et je vais faire la même chose. S'il a acheté un taxi et que ça marche, moi je vais acheter un taxi. Et nous savons qu'avec cette répétition, le marché ne va pas supporter ces gens-là. Donc il faut que cette institution, l'institution qui cherche l'inclusion économique et sociale,
dispose d'une banque de données d'affaires et dispose d'un certain nombre d'opportunités d'investissement qu'elle peut offrir aux pauvres. Deuxièmement, les partenaires. Lorsque je produis quelque chose, moi en tant que pauvre, je peux le produire, mais pour le pouvoir le transporter dans la ville, pour pouvoir l'impacter, pour pouvoir exporter mon produit, j'ai besoin d'un réseau. Et ce réseau qui va me permettre de faire l'empactage, qui va me permettre de faire un certain nombre de choses. Si je n'ai pas ça, je vais vendre aux pauvres. Troisièmement, c'est l'infrastructure. Et lorsqu'on parle un petit peu du monde rural, il y a un manque dans l'infrastructure. Il n'y a pas de génération d'électricité. Je ne parle pas du Maroc, mais on parle des autres pays. Et même au Maroc, il y a certaines insuffisances à ce niveau-là. Donc il faut que cette institution permette, c'est ce que nous appelons dans ces institutions d'inclusion économique et sociale, des investissements de support, des investissements qui vont aider le pauvre à réaliser son projet. Et à la fin, lorsque nous avons ces trois éléments, nous pouvons réfléchir au financement de ce projet. Je prends un exemple. Est-ce que cela est applicable dans le monde rural? Lorsqu'on cherche à développer le monde rural, nous avons trois objectifs à atteindre. Premièrement, la sécurité alimentaire. Deuxièmement, la lutte contre la pauvreté dans ce milieu-là. Et troisièmement, c'est la lutte contre l'exode rural. Lorsqu'on voit un petit peu les programmes qui sont réalisés dans divers pays comme le nôtre, nous avons un programme assez ambitieux qui est le Maroc vert. Il a ces trois objectifs, mais dans les résultats qu'il donne, on ne parle que de premier objectif. Il n'y a pas d'indicateur pour savoir est-ce que réellement on a travaillé dans la lutte contre la pauvreté dans ces milieux-là, est-ce que réellement il y avait un stoppage d'exode rural, etc. Donc, le pauvre dans le milieu rural, il a besoin de quoi? Il a besoin de trois choses. Les inputs, d'abord un terrain qui est cultivable. Deuxièmement, les inputs. Et troisièmement, l'output. Il a besoin d'un terrain, et la finance islamique offre cette possibilité avec la Mozara. Elle peut prendre un terrain et lui donner aux pauvres. Il a besoin des inputs pour l'agriculture, et la finance islamique a d'autres produits qui sont la murabaha, qui sont d'autres choses qui vont lui permettre de disposer de ces moyens. Et il a besoin aussi, même s'il produit, il a besoin comment commercialiser ses produits. Et la finance islamique offre aussi un produit qui est le salam, qui achète de ces gens-là et vend dans le marché international, dans le marché de l'État. Je vais parler un petit peu des institutions qui ont déjà opté pour ce mode de travail. Comment ils travaillent? Ils travaillent en coordination avec les hommes d'affaires qui existent dans le pays. Et ils développent. C'est l'institution avec les hommes d'affaires et avec la population concernée. Ils identifient d'abord l'opportunité d'investissement et ils développent la conception de ce projet qu'on peut réaliser. Et l'État peut aider. Et c'est ce projet commun qui va servir aux pauvres de se développer. Je vais enchaîner rapidement avec des exemples. Ici, nous avons un projet qui a été financé avec 4 millions de dollars. Donc, lorsque j'ai dit 4 millions de dollars, c'est à la portée des banques islamiques. Lorsqu'on parle de l'inclusion économique et sociale, c'est la microfinance, mais ce n'est pas le microprojet. On peut financer avec la microfinance des grands projets. Et là, c'est l'exemple d'un projet qui a coûté 4 millions de dollars et qui a permis à 1000 familles de posséder des actions dans ce projet-là et de réaliser un projet qui va leur permettre d'être autonomes. Là, c'est un quartier dans l'environnement de Khartoum. Ça s'appelle le village Abou Halima. C'est un des villages les plus pauvres, c'est ce village-là. Là, c'est l'institution qui faisait l'inclusion économique et sociale à travers la microfinance islamique. Il a réalisé ce grand projet de serre climatisée pour pouvoir produire une production qui est aujourd'hui exportée vers les Émirats arabes unis, dans d'autres pays, et même qui est, disons, consommée localement. Là, ça, c'est par exemple, lorsque j'ai parlé de 4 inclusions, l'inclusion de l'affaire, c'est ça. C'est la société elle-même qui a conçu ce projet-là. Deuxièmement, je parle de partenariat. Cet ensemble, cette coopérative de 1000 agriculteurs ont signé un contrat avec une grande structure qui se trouve en Turquie, qui est spécialisée en agriculture et qui est partenaire avec eux, qui est mandaté avec eux et qui travaille avec eux,
qui leur fait passer le know-how, etc. Lorsque cette entreprise est venue, donc on utilise la technologie la plus adaptée. On utilise, lorsque j'ai parlé de l'infrastructure nécessaire, donc les frigos, etc. Et lorsque je parle de changement culturel, voilà les jeunes qui étaient en face du Parlement, comme ici, en train de demander de l'emploi, sont aujourd'hui comme un conseil d'administration d'une grande entreprise dont le capital est de 4 millions de dollars, en train de discuter qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire, comment on se met, quels sont les partenariats qu'on peut signer, etc. Ça, c'est l'exemple de Abou Halima. Il y a un autre exemple d'un village qui s'est regroupé pour créer une entreprise dans laquelle il y a toutes les familles. C'est le village Oud Bellel. Ce village-là a aujourd'hui une société qui le représente. Cette société a un capital. Ce capital est constitué par les terrains que les familles possèdent. Et cette entreprise, ce village aujourd'hui, est en train de contracter avec des grandes banques islamiques pour réaliser des grands projets. Ils ont un projet de jus de mangue, ils ont aussi une station d'essence, ils ont un complexe pour l'engraissage, etc. Ils ont d'autres choses. Donc, ils se sont rassemblés pour pouvoir être un interlocuteur valable pour les entreprises. Je passe à l'expérience de la Palestine. C'est une expérience qui a commencé avec 30 millions de dollars. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 150 millions de dollars. C'est une expérience qui a permis la création de à peu près 16 000 entreprises. Et aujourd'hui, il y a plus de 300 000 familles qui vivent avec cela. 3 000 personnes qui vivent avec cela. Un des exemples, je le cite, c'est un projet d'Edat, que vous connaissez, ce qui est importé là-bas. Donc, c'est un projet sur 22 000 dönums, qui est l'équivalent de 200 hectares, et qui est là pour 15 000. Il y a 15 000 familles aujourd'hui qui vont vivre avec ce projet. Ce projet va coûter 50 millions, il a déjà démarré, ils ont déjà commencé à exporter, et je pense l'année dernière, ils ont déjà exporté des dates au Maroc. La même chose en Palestine, donc c'est un groupement aussi de producteurs qui avaient un arbre, un olivier. Maintenant, ils se sont regroupés pour se présenter. Ils ont présenté un projet à la Banque islamique qui leur a financé l'exportation de leurs produits et même l'amélioration de leur qualité. Ça, c'est aussi un exemple qui a eu le prix intéressant, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour les gens, pour les banques islamiques. Jusqu'à maintenant, on a utilisé l'istisna comme un moyen pour les grands projets. Là, c'est une IMF, une institution de microfinance, qui a créé une société qui s'appelle Istisna et qui permet de trouver de l'emploi pour les différents ateliers qui existent dans le pays en finançant le client et pas le producteur. Ce programme-là de la Palestine a eu beaucoup de distinctions. Il a eu le prix de Fikr al-Arabi de 2007, aussi le Jaiza del Fikr al-Arabi de 2007. Il a eu le prix de l'excellence au niveau de la Palestine, aussi le prix d'Isabelle national en premier, Watani Awalan. Il y a 3000 entreprises qui se sont engagées à travailler avec les familles pauvres pour pouvoir exporter leur production et pour pouvoir travailler avec leur production. C'est ça la solidarité économique. Et aussi le projet que je viens de présenter a été choisi par la Banque mondiale et par Segal comme top 3 dans le monde. Et aussi le dernier projet de Oud Bellel a reçu le prix de la finance éthique de 2015. Voilà, je termine. Je m'arrête. C'était extrêmement intéressant et que vous avez fait en peu de temps. On va enchaîner tout de suite.